La chasse aux cardinaux. Bouville et Guccio s'embarquèrent le surlendemain matin. Il avait été décidé en effet qu'ils rentreraient par mer pour gagner du temps. Dans leur bagage, ils emportaient un petit coffre serti de métal qui contenait l'or délivré par les bardits de Naples et dont Guccio gardait la clé sur sa poitrine. Accoudés à la rambarde du château d'Arrière, Bouville et Guccio regardèrent avec mélancolie s'éloigner Naples, le Vésuve et les îles. On apercevait des groupes de voiles blanches quittant les rivages pour la pêche de jour. Puis, ce fut la haute mer. La Méditerranée était calme, avec juste ce qu'il fallait de brise pour pousser le navire. Guccio, qui se souvenait de sa détestable traversée de la Manche l'année précédente, et avait conçu quelque alarme à remettre le pied sur un vaisseau, se réjouissait de n'être point malade. Il lui suffit de 2 heures pour prendre en estime la belle stabilité du bâtiment, ainsi que sa propre vaillance. Et pour un peu il se fut comparé à messer Marco Polo, le grand navigateur vénitien dont le divertissement du monde composé récemment d'après ses voyages était fort lu et fort célèbre ces années-là. Guccio allait et venait de gaillard en gaillard, s'instruisait des termes de marine et se jouait à lui-même l'homme d'aventure, cependant que l'ancien grand chambellan continuait de regretter la ville merveilleuse à laquelle il avait dû s'arracher. Après 5 jours, ils abordèrent à Aigues-Mortes. De ce lieu, Saint-Louis jadis était parti pour la croisade, mais la construction du port n'avait été véritablement achevée que sous Philippe le Bel. « Allons, dit le gros Bouville, s'efforçant de secouer sa nostalgie, il faut maintenant nous mettre aux tâches urgentes. » Les écuyers eurent à trouver chevaux et mules, les valets à arrimer les porte-manteaux, le portrait de Derizzi emballé dans une caisse et le coffre des bardits que Guccio ne quittait point de l'œil. Le temps était aigre, nuageux, et Naples déjà ne semblait plus que le souvenir d'un rêve. 1 journée et demie de chevauchée, avec un arrêt en Arles, fut nécessaire pour gagner Avignon. Durant ce trajet, messire de Bouville prit froid. Trop habitué au soleil d'Italie, il avait négligé d'assez se couvrir. Or, les hivers de Provence sont brefs, mais parfois rudes. Toussant, crachant et mouchant, Bouville pestait sans relâche contre les rigueurs d'un pays qui lui paraissait n'être plus le sien. L'arrivée en Avignon sous des rafales de Mistral fut décevante, car il n'y avait pas un seul cardinal dans la ville. Voilà qui était au moins étrange pour une cité où résidait la papauté. Personne ne put renseigner l'envoyé du roi de France, personne ne savait ou ne voulait savoir. Le palais pontifical était clos, portes et fenêtres, et gardé seulement par un portier muet ou demeuré. Bouville et Guccio décidèrent alors, la nuit venant, d'aller prendre gîte dans la forteresse de Villeneuve, de l'autre côté du pont. Là, un capitaine fort maussade et fort avare de commentaires leur apprit que les cardinaux se trouvaient sans doute à Carpentras, et qu'il fallait les chercher plutôt de ce côté-là. Et il fournit aux voyageurs, mais sans empressement, le repas et le coucher. « Ce capitaine d'archer, dit Bouville à Guccio, ne se montre guère avenant à qui se présente de la part du roi. J'en ferai remarque en rentrant à Paris. » À l'aube, tout le monde était en selle pour franchir les 6 lieues qui séparent Avignon de Carpentras. Bouville avait repris un peu d'espoir, car le pape Clément V, ayant prescrit par ses volontés dernières que le conclave se réunirait à Carpentras, on pouvait penser, si les cardinaux y étaient retournés, que le conclave siégeait enfin ou se disposait à siéger. À Carpentras, il fallut déchanter. Pas l'ombre d'un chapeau rouge. En revanche, il gelait, et le vent qui continuait de souffler s'engouffrait dans les ruelles et coupait les hommes au visage. À cela s'ajoutait pour les voyageurs un vague sentiment d'insécurité ou de machination. Car à peine Bouville et les siens étaient-ils sortis d'Avignon le matin que 2 cavaliers les avaient dépassés sans leur rendre leur salut, galopant à toute force vers Carpentras. « C'est étrange, » avait remarqué Guccio. « On dirait que ces gens n'ont d'autre souci que d'arriver avant nous où nous allons. » La petite cité était déserte. Les habitants semblaient s'être terrés ou avoir fui. « Serait-ce notre approche, dit Bouville, qui produit ainsi le vide devant nous? Notre escorte n'est point si nombreuse qu'elle puisse effrayer. » À la cathédrale, ils ne découvrirent qu'un vieux chanoine qui feignit d'abord de comprendre qu'il voulait se confesser et les entraîna vers la sacristie. Il s'exprimait par chuchotement ou par geste. Guccio, qui craignait un guet-apens et s'inquiétait pour les coffres laissés avec les mules devant le portail de l'église, avançait la main sur sa dague. Le vieux chanoine, après s'être fait répéter 6 fois les questions, avoir réfléchi, balancé la tête et épousseté son camail pelé, consentit enfin à leur confier que les cardinaux s'étaient retirés à Orange. On l'avait laissé là, tout seul.
À Orange s'écria messire de Bouville. Là-dessus, il fut pris d'éternuements dont le bruit se répercuta dans la cathédrale entière. « Mais par le corps Dieu, dit-il, quand il eut retrouvé souffle. Ce ne sont point des prélats, mais des hirondelles que vos cardinaux. Êtes-vous sûr au moins qu'ils y soient, à Orange ?»« Sûr, répondit le vieux chanoine, choqué du juron qu'il venait d'entendre. De quoi peut-on être sûr en ce monde, si ce n'est de l'existence de Dieu? Je pense qu'à Orange, pour le moins, vous pourrez joindre les Italiens. » Puis il se tut, comme s'il craignait d'en avoir déjà trop dit. Il avait certainement des rancœurs à assouvir, mais n'osait pas se livrer. « Eh bien, soit, dirigeons-nous sur Orange, décida Bouville avec une lassitude irritée. De combien en sommes-nous distants? 6 lieues également. Va pour 6 lieues. Aux montures, les valets. Or, aussitôt Bouville et Guccio engagés sur la route d'Orange, 2 cavaliers à nouveau les dépassèrent, allant bride abattue. Et cette fois, les voyageurs n'eurent plus à douter que c'était bien pour eux qu'on faisait ces chevauchées. Bouville, soudain saisi d'une humeur guerrière, voulut qu'on courût sus aux 2 cavaliers, mais Guccio s'y opposa fermement. « Notre train est trop lourd, messer Hugues, pour que nous puissions jamais rattraper ces hommes. Leurs montures sont fraîches, les nôtres sont lasses, et surtout, je ne veux point laisser les coffres en arrière. »« Il est vrai, reconnut Bouville, que mon bidet est mauvais. Je le sens s'arrondir sous moi et j'aimerais bien en changer. » Ils ne furent pas autrement étonnés, parvenus à Orange, de constater que les Monsignori en étaient absents. Toutefois, Bouville s'emporta quand il s'entendit répondre qu'il fallait plutôt les chercher en Avignon. « Mais nous sommes passés hier en Avignon !» cria-t-il au clerc qui voulait bien les renseigner. « Et tout y était vide comme ma main !»« Et monseigneur Duez? Où est monseigneur Duez ?» Le clerc répliqua que monseigneur Duez, étant évêque d'Avignon, il convenait de le demander à son évêché. La discussion semblait vaine. Le prévôt d'Orange, par une malheureuse coïncidence, était justement en déplacement ce jour-là, et le commis qui le remplaçait n'avait point d'instruction pour s'occuper du confort des arrivants. Ceux-ci durent passer la nuit dans une auberge fort sale et fort froide, auprès d'un champ de ruines envahi par les herbes où le vent hurlait. Assis en face d'un Bouville effondré de fatigue, Guccio pensait qu'il allait devoir prendre l'expédition en main si l'on voulait jamais rentrer à Paris, avec ou sans résultat. Un homme d'escorte, en débattant, avait eu la jambe cassée d'un coup de pied de mule, et il faudrait le laisser là. 2 des montures blessaient au garrot, d'autres avaient besoin d'être referrées. Messire de Bouville, enfin, coulait du nez que c'en était pitié. Il montra si peu d'énergie pendant la journée du lendemain, et fut si désespéré en revoyant les murs d'Avignon, qu'il ne fit guère de difficulté pour permettre à Guccio de se substituer à lui. « Jamais je n'oserais me présenter devant le roi, gémissait-il. Mais le moyen de faire un pape, je vous le demande, quand tout ce qui porte soutane s'enfuit à notre arrivée. Jamais plus je ne siégerai au conseil, jamais plus. En cette seule mission, je démérite de toute ma vie. » Il s'embarrassait de soucis tatillons. Le portrait de Madame Clémence était-il bien arrimé et n'avait-il pas été gâté par le voyage? « Laissez-moi faire, messire Hugues, lui répondit Guccio avec autorité. Et d'abord, il me faut vous loger au chaud. Vous me semblez en avoir grand besoin. » Guccio s'en fut trouver le capitaine de ville, et il eut si bien le ton qu'aurait dû prendre Bouville depuis le début, fit sonner si haut dans son fort accent italien les titres de son chef, et ceux qu'il s'octroyait à lui-même, mit tant de naturel dans l'expression de ses exigences, qu'en moins d'1 heure, on vida une maison pour qu'il la pût occuper. Guccio installa son monde et coucha Bouville dans un lit bien bassiné, puis, quand le gros homme qui prenait hypocritement excuse de son refroidissement pour ne plus rien décider fut enfoui sous les couvertures, Guccio lui dit « Cette odeur de traquenard qui flotte tout autour de nous ne me plaît guère. Et maintenant j'aimerais assez abriter notre or. Il y a ici un agent des Bardi. C'est à lui que je vais confier mon dépôt, après quoi je me sentirai plus à l'aise pour vous rechercher vos damnés cardinaux. »« Mes cardinaux, grommela Bouville. Ce ne sont point mes cardinaux, et je suis plus mari que vous ne l'êtes des tours qu'ils me jouent. Nous conférerons de cela quand j'aurai dormi un peu, si vous le voulez, car je me sens tout frileux. Êtes-vous bien assuré au moins de votre Lombard? Pouvons-nous avoir confiance en lui? Cet argent, après tout, est celui du roi de France. » Guccio le prit d'assez haut. « Ayez en l'esprit, messire Hugues, que je suis en alarme pour cet argent tout juste, voyez-vous, comme s'il appartenait à quelqu'un de ma famille. » Il se rendit alors à la banque dans le quartier de Saint-Agricole. L'agent des Bardi, qui était un cousin du chef de cette puissante compagnie, reçut Guccio avec la cordialité qu'il doit au neveu d'un grand confrère,
et il alla serrer l'or lui-même dans sa chambre forte. On échangea des signatures, puis le Lombard conduisit dans la grande salle son visiteur, afin que celui-ci lui fît le récit de ses difficultés. Un homme mince, légèrement voûté, qui se tenait devant la cheminée, se retourna à leur entrée et s'écria « Guccio Baglioni, per Bacco sei tu, c'è piacere di vederti. Carissimo Boccario, c'è fortuna. C'è fai quoi ?» Ce sont toujours les mêmes gens qui se rencontrent en chemin, parce que ce sont toujours les mêmes, en fait, qui voyagent. Et il n'y avait rien de tellement extraordinaire à ce que le signor Boccace fût là, puisqu'il était voyageur principal pour la compagnie des Bardis. Mais les amitiés nées au hasard des chemins, entre gens qui se déplacent beaucoup, sont plus rapides, plus enthousiastes et souvent plus solides que celles qui s'établissent entre les sédentaires. Boccace et Guccio s'étaient connus 1 an plus tôt sur la route de Londres. Paris les avait à quelques reprises réunis, et ils se regardaient comme s'ils eussent été amis de toujours. Leur joie s'exprima en bonnes invectives toscanes, fort ornées dans la grossièreté. Un auditeur non averti des habitudes florentines n'eût pas compris pourquoi 6 joyeux compagnons se traitaient mutuellement de bâtards, de chancreux et de sodomites. Tandis que le Bardi d'Avignon leur versait du vin aux épices, Guccio raconta son expédition, les mésaventures qu'il avait essuyées ces derniers jours en poursuivant les cardinaux, et dépeignit le piteux état du gros messire de Bouville. Boccace bientôt ne se tint plus de rire. La caccia ai cardinali, la caccia ai cardinali. Vi hanno preso per il culo, i monsignori. La chasse aux cardinaux, la chasse aux cardinaux. Ils vous ont bien roulé, les monseigneurs. Puis, reprenant son sérieux, il fournit à Guccio quelques explications. Ne sois point surpris si les cardinaux se cachent, dit-il. On leur a enseigné la prudence, et tout ce qui vient de la cour de France ou s'annonce comme tel leur fait prendre la fuite. L'été dernier, Bertrand de Gaulle et Guillaume de Budos, les neveux du pape défunt, sont arrivés par ici, envoyés par ton bon ami Marigny, soi-disant pour ramener en Bordelais le corps de leur oncle. Ils n'avaient avec eux que 500 hommes d'armes, ce qui fait beaucoup de porteurs pour un seul cadavre. Leur mission était de préparer l'élection d'un cardinal français, et ce ne fut pas la douceur qui leur servit d'argument. Un beau matin, les maisons de leurs éminences furent toutes saccagées, tandis qu'on assiégeait le couvent de Carpentras, où se tenait le conclave. Et les cardinaux, sautant par une brèche du mur, se sauvèrent dans la campagne pour mettre leur peau à couvert. Sans cette brèche que leur avait ménagée la Providence, leur affaire était mauvaise. Certains ont couru une bonne lieue, la soutane aux genoux. D'autres sont allés se mûcher dans des granges. Le souvenir ne leur est pas encore passé. Ajoutez à cela, dit le cousin Bardi, qu'on vient de renforcer la garnison de Villeneuve, et que les cardinaux à tout instant s'attendent à voir les archers passer le pont. On vous a vu aller à Villeneuve, en revenir. Cela suffit. Et savez-vous qui sont ces cavaliers qui vous ont à plusieurs reprises dépassé? Des gens de Marigny-l'Archevêque, j'en jurerais. Ils grouillent dans les parages en ce moment. Je n'arrive pas à comprendre au juste le travail qu'ils font, mais certainement pas le vôtre. Vous n'obtiendrez rien, Bouville-et-Toi, reprit Boccace, en vous présentant de la part du roi de France, et vous risquez tout au plus quelques soirs d'avaler un potage assaisonné de telle façon que vous ne vous réveillerez pas. Il n'est de recommandation pour l'heure auprès des cardinaux, auprès de quelques cardinaux, que venant du roi de Naples. Vous arrivez de là-bas, m'as-tu dit. Tout droit, répondit Guccio, et nous avons même les bénédictions de la reine Marie de Hongrie pour voir le cardinal Duez. Et que ne le disais-tu? Nous ne connaissons que lui, il est notre client depuis 20 ans. Étrange personne d'ailleurs que ce monseigneur Duez. Il semblait fort bien placé à Carpentras pour être fait pape. Alors, que ne l'a-t-on laissé élire? Il est français. Il est né français. Mais il a été chancelier de Naples et c'est pourquoi Marigny n'en veut pas. Je puis te le faire rencontrer quand tu veux, demain si cela te plaît. Tu sais donc où le trouver? Il n'a jamais bougé d'ici, dit Boccace en riant. Rentre à ton logis et je te donnerai nouvelles avant la nuit. Et si vous disposez d'un peu de monnaie, comme tu me le dis, l'entrevue n'en sera que facilitée, car le bon cardinal est souvent à court et nous doit assez gros. 3 heures plus tard, le signor Boccace frappait à la porte de la maison où était installé Bouville. Il apportait de bonnes informations. Le cardinal Duez irait le lendemain vers la 9e heure faire une promenade de santé à un lieu au nord d'Avignon, en un endroit nommé le Pontet, à cause d'un petit pont qui se trouvait là. Le cardinal accepterait de rencontrer tout à fait par hasard le seigneur de Bouville, si celui-ci venait à passer dans les parages,
à condition qu'il ne fût pas accompagné de plus de 6 hommes. Les escortes devraient rester de part et d'autre d'un grand champ, tandis que Duez et Bouville s'entretiendraient au milieu, loin de tout regard et de toute oreille. Le cardinal de Cury s'entendait à organiser le mystère. « Guccio, mon enfant, vous me sauvez, et je me souviendrai toujours de vous en savoir gré, » dit Bouville, dont la santé, avec l'espérance revenue, s'améliorait un peu. Le lendemain matin, donc, Bouville, flanqué de Guccio, du seigneur Boccace et de 4 écuyers, se rendit au Pontet. L'air était fort brumeux, effaçant les contours et les sons, et l'endroit désert à souhait. Messire de Bouville avait revêtu 3 manteaux. On attendit un long moment. Enfin, un petit groupe de cavaliers surgit du brouillard, entourant un jeune homme qui chevauchait une mule blanche et qui descendit lestement de sa monture. Il portait une chape sombre sous laquelle se devinaient des vêtements rouges, et avait la tête couverte d'un bonnet fourré à oreillettes. Il avança d'un pas vif, presque sautillant dans l'herbe gelée, et l'on vit alors que ce jeune homme était bien le cardinal Duez, et que son adolescence avait 70 ans. Seul son visage, creux de joue, creux de tempe, avec des sourcils blancs et une peau sèche, avouait son âge. Mais ses yeux avaient gardé la vivacité attentive de la jeunesse. Bouville se mit en marche lui aussi, et rejoignit le cardinal auprès d'une murette. Les 2 hommes demeurèrent un instant à s'observer, mutuellement déroutés par leur apparence. Bouville, avec son respect inné de l'Église, s'attendait à voir un prélat plein de majesté, un peu onctueux, et non ce farfadet sautant dans le brouillard. Le cardinal de Cury, qui croyait qu'on lui avait dépêché un capitaine de guerre de l'espèce Nogaret ou Bertrand de Gaulle, considérait ce gros homme couvert comme un oignon et qui se mouchait avec fracas. Ce fut le cardinal qui attaqua. Sa voix ne pouvait que surprendre qui ne l'avait pas encore entendue. Voilée comme un tambour funèbre, tout à la fois vive, rapide et étouffée, elle ne semblait pas sortir de lui, mais de quelqu'un d'autre qui se fût trouvé dans les parages et qu'on cherchait instinctivement. « Vous venez donc, messire de Bouville, de la part du roi Robert de Naples, qui me fait l'honneur de sa chrétienne confiance. »« Le roi de Naples, répéta-t-il. « C'est fort bien. Mais vous êtes aussi envoyé du roi de France. Vous étiez grand chambellan du roi Philippe, qui ne m'aimait guère. Je ne sais trop pourquoi d'ailleurs, car j'avais agi à sa convenance lors du concile de Vienne, pour faire supprimer les Templiers. » Bouville comprit que l'entretien allait prendre un vrai tour politique et se sentit les pieds dans un champ de Provence, comme si on l'interpellait au conseil étroit. Il bénit sa mémoire de lui fournir un argument de réponse. « Il me paraît, monseigneur, que vous vous étiez opposé à ce qu'on décrétât d'hérésie le pape Boniface, et le roi Philippe ne l'avait pas oublié. »« Mais sire, en vérité, c'était trop me demander. Les rois ne se rendent pas compte de ce qu'ils exigent. Quand on appartient au collège dans lequel se recrutent les papes, on répugne à créer de tels précédents. Un roi, lorsqu'il monte au trône, ne fait point proclamer que son père était traître, adultère et pillard, bien que ce soit souvent le cas. Le pape Boniface est mort fou, nous le savons, en refusant les sacrements et en proférant d'horribles blasphèmes, mais il avait perdu l'esprit parce qu'on l'avait souffleté sur son trône. Qu'aurait gagné l'Église à étaler cette honte ? Quant aux bulles publiées par Boniface avant qu'il fût fou, elles présentaient pour toute hérésie de déplaire au roi de France. Or, en de telles matières, le jugement appartient au pape plutôt qu'au roi. Et Clément V, mon vénéré bienfaiteur, vous savez que je lui dois d'être le peu que je suis. Le pape Clément était de cet avis. Monseigneur de Marigny non plus ne m'aime guère. Il a tout fait pour s'opposer à moi depuis que le trône de Saint-Pierre est vacant. Alors, je ne comprends point. Pourquoi souhaitez-vous me voir ? Marigny est-il encore aussi puissant en France, ou bien feint-il de l'être encore ? On affirme qu'il ne commande plus, et tout continue pourtant à lui obéir. » Étrange homme que ce cardinal qui accumulait les ruses pour éviter un ambassadeur, puis, pour le rencontrer, et dès le premier instant entrait dans le vif des choses, comme s'il connaissait de toujours son interlocuteur. « La vérité, monseigneur, répondit Bouville, qui ne voulait pas engager le débat sur Marigny, la vérité est que je viens vous exprimer le souhait du roi Louis et celui de monseigneur de Valois d'avoir un pape au plus tôt. » Les blancs sourcils du cardinal se levèrent. « Le beau désir, quand on m'empêche par cautèle, par argent ou par force d'être élu depuis 9 mois. Non que je m'estime digne d'une si haute mission, mais qui l'est, je vous le demande.
ni que je sois plus avide qu'un autre d'une tiare dont je sais bien le poids. L'évêché d'Avignon m'occupe suffisamment, et aussi les traités auxquels je consacre toutes mes ressources de temps. J'ai entrepris un Thesaurus Pauperum, un art transmutatoire sur les recettes d'alchimie, et aussi un élixir des philosophes, qui sont fort avancés et que je voudrais bien voir achever avant que de mourir. A-t-on changé de décision à Paris en ce qui me regarde? Est-ce moi maintenant que l'on souhaite pour pape? Bouville constata en cet instant que les instructions de Monseigneur de Valois étaient comme toujours aussi impératives que vagues. On lui avait dit « un pape ». « Mais certes, Monseigneur, » répondit-il mollement. « Mais pourquoi pas vous ?»« Alors, c'est qu'on a quelques graves choses à me demander. Je veux dire, à obtenir de qui sera élu. Quel service attend-on ? Il se trouve, Monseigneur, que le roi est en besoin de faire annuler son mariage. » « Pour pouvoir se remarier avec Madame Clémence de Hongrie, » dit le cardinal. « Vous savez donc le projet ? N'avez-vous pas séjourné 3 grandes semaines à Naples, et n'apportez-vous pas un portrait de Madame Clémence ? » « Ah, je vous vois bien renseigné, Monseigneur. » Le cardinal ne répondit pas, et se mit à observer le ciel comme s'il regardait passer des anges. « Annulé, dit-il de sa voix feutrée qui se dissolvait dans le brouillard. « Certes, on peut toujours annuler. Les portes de l'église étaient-elles bien ouvertes le jour du mariage? Vous y assistiez, et vous ne vous souvenez pas. Il se peut que d'autres se rappellent qu'elles aient été par mégarde fermées. Votre roi est cousin bien proche de son épouse. On a peut-être omis de demander la dispense. On pourrait démarier à peu près tous les princes d'Europe pour ce motif. Ils sont cousins de tous les côtés, il n'est que de voir les produits de leur union pour s'en rendre compte. Celui-ci boite, cet autre est sourd, tel encore ses vertus sans succès à l'œuvre de chair. S'il ne se glissait de temps à autre parmi eux quelques péchés ou quelques mésalliances, on les verrait bientôt s'éteindre de scrofules et de langueur. « La famille de France, répondit Bouville blessé, se porte fort bien, et nos princes du sang sont robustes, comme des charrons. Oui, mais quand la maladie ne les prend pas au corps, elle les prend à la tête. Et puis, les enfants y meurent beaucoup en bas âge. Non, vraiment, je ne suis point pressé d'être pape. » « Mais si vous le deveniez, Monseigneur, dit Bouville, tâchant de reprendre le fil, l'annulation vous semblerait-elle chose possible avant l'été? »« Annuler est moins difficile, dit amèrement Jacques Duez, que de retrouver les voix qu'on m'a fait perdre. » L'entretien tournait en rond. Bouville, apercevant ces hommes qui battaient la semelle au bout du champ, regrettait de ne pouvoir appeler Guccio ou bien ce signor Boccace qui semblait si habile. La brume était moins dense et laissait deviner très pâle la présence du soleil. Un jour sans vent. Bouville appréciait ce répit, mais il était las de se tenir debout et ses 3 manteaux commençaient à lui peser. Il s'assit machinalement sur la murette, faite de pierres plates superposées, et demanda « Enfin, Monseigneur, à quel point en est le conclave ?»« Le conclave? Mais il n'y en a point. Le cardinal d'Albano. » Vous voulez parler de messire Arnaud d'Auch, qui vint à Paris l'an dernier. En tant que légat pour condamner le grand maître du temple, c'est cela même. Étant cardinal Camerlingue, c'est à lui de nous réunir. Or, il s'arrange pour n'en rien faire depuis que messire de Marigny, dont il passe pour être la créature, le lui a interdit. Messie, à la parfum. À ce moment, Bouville se rendit compte qu'il était assis alors que le prélat demeurait debout, et il se releva brusquement en s'excusant. « Non, messire, je vous en prie, » dit Duez en le forçant à se rasseoir. Et il vint lui-même, d'un geste léger, se poser sur la murette. « Si le conclave était enfin réuni, reprit Bouville, à quoi arriverait-on ? » À rien, ceci est fort simple à comprendre. Fort simple, assurément, pour le cardinal qui, comme tout candidat à une élection, reprenait chaque jour le compte des suffrages éventuels. Moins simple pour Bouville, qui eut quelque mal à entendre la suite, toujours débité de la même voix de confessionnal. Le pape doit être élu aux 2/3 des votants. Nous sommes 23, 15 Français et 8 Italiens. De ces 8, 5 sont pour le cardinal Caetani, neveu de Boniface, irréductible. Nous ne les aurons jamais pour nous. Ils veulent venger Boniface, haïssent la couronne de France, et tous ceux qui directement ou à travers le pape Clément, mon vénéré bienfaiteur, l'ont pu servir. Et les 3 autres haïssent Caetani. Il s'agit des 2 Colonna et de l'Orsini.
Rivalités ancestrales. Aucun de ces trois n'ayant lieu d'espérer pour soi, ils me sont favorables dans la mesure où je fais obstacle à Francesco Caetani, à moins qu'on ne leur promette de ramener le Saint-Siège à Rome, ce qui pourrait remettre un instant tous les Italiens d'accord, quitte ensuite à les faire s'assassiner entre eux. Et les 15 Français? Ah, si les Français votaient ensemble, vous auriez un pape depuis beau temps. Au début, 6 m'étaient acquis, vers lequel le roi de Naples, par mon entremise, s'était montré généreux. 6 Français, comte Bouville, et 3 Italiens. Cela nous fait 9. Eh oui, messire, cela fait 9. Et il nous faut 16 voix pour avoir le compte. Notez que les 9 autres Français ne sont pas assez nombreux non plus pour avoir tel pape que voudrait Marigny. Il s'agit donc de vous gagner 7 voix. Pensez-vous que certaines puissent être obtenues par argent? J'ai moyen de vous laisser quelques fonds. Combien comptez-vous par cardinal? Bouville crut avoir amené la chose fort habilement. À sa surprise, Duez ne parut pas bondir sur la proposition. « Je ne crois pas, répondit-il, que les cardinaux français qui nous manquent soient sensibles à l'argument. Ce n'est point que l'honnêteté soit chez tous la majeure vertu, ni qu'ils vivent dans l'austérité, mais la peur que leur inspire messire de Marigny l'emporte pour le moment sur l'attrait des biens de ce monde. Les Italiens sont plus âpres, mais la haine leur tient lieu de conscience. » Ainsi, dit Bouville, tout repose donc sur Marigny et sur le pouvoir qu'il a auprès de 9 cardinaux français. Tout dépend de cela, messire, aujourd'hui. Demain, cela peut dépendre d'autre chose. Combien d'or pouvez-vous me remettre? Bouville écarquilla les yeux. Mais vous venez de me dire, monseigneur, que cet or ne pouvait vous servir de rien. C'est mal m'avoir compris, messire, cet or ne peut point m'aider à conquérir de nouveaux partisans, mais il me serait fort nécessaire pour garder ceux que j'ai, et auxquels, tant que je ne suis point élu, je ne puis donner de bénéfices. La belle affaire si, quand vous m'aurez trouvé les voix qui me manquent, j'avais perdu entre-temps celles qui me soutiennent. De quelle somme souhaitez-vous disposer? Si le roi de France est assez riche que de me fournir 6000 livres, je me charge de les bien employer. À ce moment, Bouville eut à nouveau besoin de se moucher. L'autre prit cela pour une finesse et craignit d'avoir avancé un chiffre trop élevé. Ce fut le seul point que marqua Bouville dans tout l'entretien. « Même avec 5000 livres, chuchota Duez, je serais en mesure de faire face, pour un temps. » Il savait déjà que cet or, pour la plus grande part, ne quitterait point sa bourse, ou plutôt servirait à étouffer ses dettes. « La somme, dit Bouville, vous sera remise par les Bardis. »« Qu'ils la gardent en dépôt, répondit le cardinal. J'ai un compte chez eux, j'y puiserai selon mes besoins. » Après quoi, il se montra soudain pressé de remonter sur sa mule, assura Bouville qu'il ne manquerait point de prier pour lui, et qu'il aurait plaisir à le revoir. Il tendit au gros homme son anneau à baiser, et puis s'en repartit, sautillant dans l'herbe, comme il était venu. « Le curieux pape que nous aurons là, qui s'occupe d'alchimie autant que d'église, pensait Bouville en le regardant s'éloigner. Était-il bien fait pour l'état qu'il a choisi? Bouville, au demeurant, n'était pas trop mécontent de soi. On l'avait chargé de voir les cardinaux, il était arrivé à en approcher un. De trouver un pape, ce Duez paraissait ne pas demander mieux que de l'être. De distribuer de l'or, c'était chose faite. Quand Bouville eut rejoint Guccio et lui eut rapporté d'un air satisfait les résultats de son entrevue, le neveu de Ptolomée s'écria « Ainsi, messire Hugues, vous êtes donc parvenu à acheter fort cher le seul cardinal qui fut déjà pour nous !» Et l'or que les Bardis de Naples avaient, par Ptolomée, prêté au roi de France, retourna aux Bardis d'Avignon pour les rembourser de ce qu'ils avaient prêté au candidat du roi de Naples. Inquitus en échange d'un pontife. La jambe maigre, la tournure héronnière, le menton penché, Philippe de Poitiers se tenait devant Louis Hutin. « Sire mon frère, disait-il d'une voix tranchante et froide qui n'était pas sans rappeler celle de Philippe le Bel, je vous ai remis les conclusions de notre examen. Vous ne pouvez pas me demander de nier le vrai quand il éclate. » La commission nommée pour vérifier les comptes d'Enguerrand de Marigny venait d'achever la veille ses travaux. Pendant plusieurs semaines, Philippe de Poitiers, les comtes de Valois, d'Évreux et de Saint-Paul, le grand chambrier Louis de Poitiers, l'archevêque Jean de Marigny, le chanoine Étienne de Mornay et le chambellan Mathieu de Trie, réunis sous la présidence sourcilleuse du comte de Poitiers,
avait étudié ligne par ligne le journal du Trésor sur une période de 16 ans. Ils avaient exigé des explications et s'étaient fait produire justifications et pièces d'archives sans omettre aucun chapitre. Or, cette enquête sévère effectuée dans un climat de rivalité et souvent de haine, puisque la commission se partageait à peu près également entre adversaires et partisans de Marigny, ne faisait rien apparaître qui pût être retenu contre ce dernier. Son administration des biens de la couronne et des deniers publics se révélait exacte et scrupuleuse. S'il était riche, il le devait aux libéralités du feu roi et à sa propre habileté financière. Mais rien ne permettait d'avancer qu'il eût jamais confondu ses intérêts privés et ceux de l'État, et encore moins qu'il eût volé le trésor. Valois, en proie à une déception furieuse de joueur qui a mal misé, s'était obstiné jusqu'au bout à nier l'évidence. Et seul son chancelier Mornay l'avait à contre-cœur soutenu dans une insoutenable position. Louis X se trouvait donc en possession des conclusions de la commission, prononcées à 6 voix contre 2, et pourtant il hésitait à les approuver. Cette hésitation blessait vivement son frère. « Les comptes de Marigny sont purs. Je vous en produis la preuve, reprit Philippe de Poitiers. Si vous souhaitiez un autre rapport que celui de la vérité, alors il fallait désigner un autre rapporteur que moi. »« Les comptes, répliqua Louis X. Chacun sait bien qu'on peut leur faire dire ce que l'on veut, et chacun sait aussi que vous êtes favorable à Marigny. » Poitiers considéra son frère avec un mépris calme. « Je ne suis ici favorable à rien, Louis, sinon au royaume et à la justice. C'est pourquoi je vous présente à signer le quitus qu'il convient de donner à Marigny. » Toutes les oppositions de tempérament qui avaient existé entre Philippe le Bel et Charles de Valois réapparaissaient entre Louis X et Philippe de Poitiers. Mais les rôles, cette fois, étaient inversés. Naguère, le frère régnant possédait vraiment toutes les qualités d'un roi, et Valois auprès de lui jouait les brouillons. À présent, c'était le brouillon qui régnait, et son cadet qui montrait des aptitudes de souverain. Pendant 29 ans, Valois avait pensé « Ah, si seulement j'étais né le premier !» Et maintenant Poitiers commençait à se dire, mais avec plus de justesse, « Je tiendrai certainement mieux la place où la naissance a mis mon frère. » « Et puis, les comptes ne sont pas tout. D'autres choses ne me plaisent guère, dit Louis. Ainsi, cette lettre que j'ai reçue du roi d'Angleterre, me recommandant de reporter sur Marigny la confiance que notre père avait en lui, et vantant les services qu'il avait rendus aux 2 royaumes, je n'aime point qu'on me dicte mes actes. Est-ce parce que notre beau-frère vous donne un sage conseil qu'il vous faut aussitôt refuser de le suivre ?» Louis X détourna le regard et s'agita un peu sur son siège. Il répondait à côté les questions et visiblement voulait gagner du temps. « J'attendrai pour me prononcer d'avoir entendu Bouville, dont le retour m'est annoncé tout à l'heure, dit-il. Qu'a donc Bouville à voir dans votre décision ? Je veux avoir les nouvelles de Naples, et celles du conclave, répondit le hutin avec énervement. Je ne souhaite point aller contre notre oncle Charles au moment où il me trouve une épouse, et qu'il me fait un pape. Ainsi, vous êtes prêt à sacrifier aux humeurs de notre oncle un ministre intègre, et à éloigner du pouvoir le seul homme qui sache en ce jour conduire les affaires. Prenez garde, mon frère. Vous ne pourrez point maintenir demi-mesure. Vous avez bien vu que tandis que nous étions à éplucher les comptes de Marigny comme ceux d'un mauvais serviteur, tout continuait en France à lui obéir, ainsi que par le passé. Il vous faudra ou bien le restaurer en toute sa puissance, ou bien l'abattre complètement, en le tenant coupable de crimes inventés et en le châtiant d'avoir été fidèle. Choisissez. Marigny peut mettre 1 année encore avant de vous donner un pape. Mais il vous en donnera un conforme aux intérêts du royaume. Notre oncle Charles, lui, va vous promettre un Saint-Père pour chaque lendemain. Il n'ira sans doute pas plus vite, mais il vous sortira quelque Caetani qui voudra repartir pour Rome et de là-bas nommer vos évêques et tout régenter chez vous. » Il prit le quitus qu'il avait préparé et l'approcha de ses yeux, car il était fort myope, pour le relire une dernière fois. Ainsi approuve, loue et reçoit les comptes du sire Enguerrand de Marigny et le tient quitte, lui et ses ouars, de toutes les recettes faites par l'administration du trésor du Temple, du Louvre et de la chambre du roi. Il ne manquait au parchemin que le paraphe royal et la position du sceau. « Mon frère, reprit Poitiers, vous m'avez assuré que je serais fait père à la fin du deuil, et que je devrais déjà me regarder comme tel. En tant que père du royaume, je vous donne conseil de signer. C'est accomplir un acte dicté par la justice. »« La justice n'appartient qu'au roi !» s'écria le hutin avec la soudaine violence qu'il montrait lorsqu'il se sentait en mauvais cas. « Non, sire, répliqua calmement Philippe.
Non, sire, c'est le roi qui appartient à la justice, pour en être l'expression et la faire triompher. » Le même jour, et vers la même heure, Bouville et Guccio atteignaient Paris. La capitale commençait à s'engourdir dans le froid et l'ombre tôt venue des soirées d'hiver. Mathieu de Trie attendait les voyageurs à la porte Saint-Jacques. Il était chargé de saluer Bouville au nom du roi et de le conduire aussitôt auprès de ce dernier. « Et quoi, sans le moindre repos ?» dit Bouville. « Je suis aussi rompu que sale, mon bon ami, et je ne tiens debout que par miracle. Je n'ai plus l'âge de tels équipés. Ne pouvait-on pas m'accorder de faire toilette et de dormir un brin ?» Il était mécontent de la hâte qu'on lui imposait. Il avait imaginé qu'il souperait avec Guccio une dernière fois dans le cabinet privé de quelque bonne auberge, et qu'il se dirait alors toutes ces choses qu'on n'a pas trouvé le moyen de se confier en 60 jours de voyage, et qu'on éprouve le besoin de formuler l'ultime soir, comme si l'occasion ne s'en devait plus représenter. Au lieu de cela, ils furent forcés de se séparer en pleine rue, et sans même grande effusion d'amitié, car la présence de Mathieu de Trie les gênait. Bouville avait le cœur gros. Il ressentait la mélancolie des choses qui s'achèvent, et, regardant Guccio s'en aller, il voyait s'éloigner les beaux jours de Naples, ce miraculeux moment de jeunesse dont le sort venait de gratifier son automne. Maintenant, le regain était fauché et ne repousserait plus. « Je n'ai point dit assez merci à ce gentil compagnon pour tout le service qu'il m'a rendu et pour l'agrément que j'ai eu de son escorte, » pensait Bouville. Il ne remarqua même pas, tant la chose allait de soi, que Guccio emportait le coffre contenant le restant de l'or des Bardis. Petite somme au demeurant, après tous les frais de l'expédition et l'obole au cardinal, mais qui permettrait au moins à la compagnie Ptoléméi de percevoir sa commission. Cela n'empêchait point Guccio d'avoir lui aussi de l'émotion à quitter le gros Bouville. Chez les gens bien doués pour les affaires, le sens de l'intérêt n'entrave nullement le jeu des sentiments. Bouville, pénétrant au palais, y nota certains détails qui ne lui plurent pas. Les serviteurs semblaient avoir perdu l'exactitude appliquée qu'il avait su leur imposer, du temps du roi Philippe, et cet air de déférence et de cérémonie qui prouvait, en leurs moindres gestes, qu'ils appartenaient à la maison royale. Le relâchement était visible. Toutefois, quand l'ancien grand chambellan se trouva en présence de Louis X, il perdit toute idée critique. Il était devant le roi, et ne songeait plus à rien d'autre qu'à s'incliner assez bas. « Alors, Bouville ?» demanda le hutin après avoir accordé à son ambassadeur une brève accolade. « Alors, comment est Madame de Hongrie ?»« Redoutable, sire. Elle n'a cessé de me faire trembler, mais elle est bien étonnante d'esprit pour son âge. Son apparence, sa figure, fort majestueuse encore, sire, bien que les dents lui manquent tout à fait. » Louis X eut un recul inquiet, et Charles de Valois, qui assistait à l'audience, éclata de rire. « Mais non, Bouville, dit-il, le roi ne vous interroge point sur la reine Marie, mais sur Madame Clémence. »« Oh, pardon, sire, » répondit Bouville en rougissant. « Madame Clémence, mais je vais vous la montrer. » Et il fit apporter le tableau d'Oderizzi, qu'on sortit de sa caisse et qu'on posa sur une crédence. Les volets qui protégeaient le portrait furent ouverts. On approcha des chandelles. Louis s'avança prudemment comme s'il craignait la confrontation. Puis il eut un sourire à l'adresse de son oncle. « Le beau pays que c'est là-bas, sire, si vous saviez !» s'écria Bouville en revoyant Naples sur les deux volets du tableau. « Le soleil y luit toute l'année ronde. Les gens y sont gais, et partout on entend chanter. »« Alors, mon neveu, vous avais-je trompé, dit Valois. Admirez ce teint, ces cheveux comme du miel, cette belle pose de noblesse, et la gorge, mon neveu, quelle belle gorge de femme !» Lui-même, qui n'avait pas vu la jeune princesse depuis une dizaine d'années, se sentait rassuré et plein de contentement de soi. « Et dois-je dire au roi, ajouta Bouville, que Madame Clémence est encore plus avenante à contempler au naturel. » Louis se taisait. Il semblait qu'il eût oublié leur présence. Le front en avant, l'échine un peu voûtée, il était absorbé par un étrange tête-à-tête avec le tableau. Il faisait plus que l'examiner. Il l'interrogeait et s'interrogeait. Dans les yeux bleus de Clémence de Hongrie, il retrouvait quelque chose du regard d'Eudeline, une sorte de patience rêveuse, de bonté apaisante. Et le sourire, les couleurs mêmes n'étaient pas sans suggérer certains rapports de ressemblance avec la belle lingère du palais. Une Eudeline, mais qui fut née de roi, et pour être reine. Pendant un instant, Louis chercha à superposer au portrait par souvenir le visage de Marguerite de Bourgogne, son front rond et bombé, ses cheveux noirs qui frisaient, sa peau de brune, ses yeux facilement hostiles.
Et puis ce visage s'effaça, celui de Clémence reparut, triomphant dans sa beauté calme, et Louis acquit la conviction qu'auprès de cette blonde princesse, son corps n'aurait pas à redouter de défaillance. « Ah, elle est belle, elle est vraiment belle, dit-il enfin. Mon oncle, c'est bonne idée que vous avez eue, et aussi de commander cette image. Je vous en sais gré, hautement. Et vous, messire de Bouille, je vous donnerai 200 livres de revenus sur le trésor, le jour des noces. » « Oh, sire, murmura Bouville avec reconnaissance, l'honneur de vous servir me récompense bien assez. » Le roi marchait tout agité. « Ainsi, nous sommes fiancés, reprit-il. Nous sommes fiancés, il ne me reste plus qu'à être démarié. »« Oui, sire, et il faut que cela soit fait avant l'été. C'est la condition pour que vous puissiez convoler avec madame Clémence. »« J'espère bien que je n'aurai pas si longtemps à attendre. Mais qui a posé cette condition ?»« La reine Marie, sire, reprit Bouville. Elle a d'autres partis pour sa petite fille, et, encore que vous soyez certes le plus glorieux à ses yeux et le plus souhaité, elle n'entend pas s'engager au-delà. » Louis X alors se tourna d'un mouvement interrogateur vers Valois, qui lui-même prit une mine étonnée. Pendant l'absence de Bouville, Valois, qui en contact épistolaire avec Naples se donnait les gants de tout arranger, avait certifié à son neveu que l'engagement était bien en train de se conclure, définitif et sans clause de délai. « Madame de Hongrie vous a donc exprimé cette condition au dernier instant ?» dit-il à Bouville. « Non, monseigneur, elle en a parlé plusieurs fois, et elle y est revenue au dernier instant. »« Bah, ce n'est qu'un mot pour nous hâter un peu et se faire valoir. Si par aventure tout à fait improbable d'ailleurs l'annulation tardait davantage, Madame de Hongrie prendrait patience. » « Je ne sais, monseigneur, la chose était dite de manière bien sérieuse et bien ferme. » Valois ne se sentait pas fort à l'aise et tapotait du bout des doigts le bras de son siège. « Avant l'été, murmurait Louis, « avant l'été. Et en quel point avez-vous trouvé le conclave ?» Bouville fit alors le récit de son expédition en Avignon, sans trop insister sur ses mésaventures personnelles. Il rapporta les informations recueillies par Guccio, raconta son entrevue avec le cardinal Duèze, et insista sur le fait que l'élection d'un pape dépendait avant tout de Marigny. Louis X écoutait avec une grande attention, tout en portant fréquemment les yeux vers le portrait de Clémence de Hongrie. « Duèze. Oui, disait-il. Pourquoi pas Duèze? Il est prêt à prononcer l'annulation? Il lui manque 7 voix françaises? Ainsi vous m'assurez, Bouille, que seul Marigny peut venir à bout de cette affaire. C'est mon sentiment absolu, sire. » Le hutin se déplaça lentement vers la table où était posé le quitus préparé par Philippe de Poitiers. Il prit une plume d'oie, la trempa dans l'encre. Charles de Valois pâlit. « Mon neveu !» s'écria-t-il en s'élançant. « Vous n'allez pas donner décharge à ce coquin !»« D'autres que vous, mon oncle, affirment que ces comptes sont francs. 6 des barons désignés pour faire l'examen sont de cet avis. Il n'est que votre chancelier pour partager le vôtre. Mon neveu, je vous supplie d'attendre. Cet homme vous trompe comme il a trompé votre père !» cria Valois. Bouville aurait voulu être hors de la pièce. Louis X fixait sur son oncle un regard buté, méchant. « Je vous avais dit qu'il me fallait un pape !» prononça-t-il. « Mais Marigny est opposé à Duèze. »« Eh bien, qu'il en choisisse un autre !» Pour couper à toute nouvelle objection, il ajouta, hors de propos, mais avec une grande autorité de ton, « Rappelez-vous que le roi appartient à la justice, afin de la faire triompher. » Et il signa le quitus. Valois prit congé sans cacher son dépit. Il étouffait de rage. « J'aurais mieux fait, pensa-t-il, de lui trouver une fille torse et malavenante de visage. Il se montrerait moins pressé. Hein. J'ai été joué, et Marigny va revenir en cour, grâce aux outils que j'avais forgés pour l'enchasser. »